Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Ici, on a l'endroit des gens posés, qui veulent se reconnecter au vivant, qui veulent vivre une aventure, quoi. Pas très loin, il y a pas mal de personnes qui entendent un peu l'avenir de l'Europe. Et ben nous, une autre façon d'incarner cet avenir. On va vivre un temps assez exceptionnel. Vous allez avoir une vidéo inspirante du jeune engagé, de quelqu'un qui est venu depuis l'Inde en slow travel. Vous allez avoir l'intervention de quelqu'un qui a réinventé les imaginaires du voyage pour que des gens comme moi trouvent ça cool de partir en rando le week-end. C'est quand même énorme. Alors que, franchement, il y a 15 ans, c'était un truc de papy, quoi. En fait, non, c'est trop génial. Vous allez avoir un panel de personnes extraordinaires qui apportent au quotidien des solutions concrètes pour faire en sorte que le voyage il soit inclusif, il soit bas carbone et il soit super grand kiff, plutôt lent et très profond. Et enfin, une conversation beaucoup plus intime de qu'est-ce que ça fait de voyager pour essayer de voir celles et ceux qui agissent. Et quand on rentre, d'essayer de transformer un peu plus à partir de toutes ces histoires que j'ai collectées. Ça vous donne envie ou pas ? Ce que je vous propose, le temps que tout le monde s'installe et pour mettre un peu d'énergie, c'est de faire une première chose. Si vous êtes plutôt sur les rangs derrière, n'hésitez pas à vous lever un peu et vous avancer parce qu'on veut vraiment un truc un peu cosy. Ça vous irait ça ? Allez, chacun s'avance d'un ou deux rangs. Bien. J'adore. Ah, vous êtes très beau. Ah oui, alors j'avance carrément ma chaise. Non, parce que moi, quitte à être là, j'ai envie d'être bien, quoi. Et je vous propose d'essayer de rencontrer un voisin, une voisine que vous connaissez peut-être, peut-être pas, et d'essayer de vous remémorer un moment où vous avez vécu une aventure plutôt pas trop loin de chez vous, ou pas trop carbonée, ou un peu inclusive, en tout cas un truc pas tout à fait commun. Et peut-être que c'était juste en venant là en métro, quoi. Donc voilà, une petite aventure que j'ai vécue il n'y a pas trop longtemps, assez locale, assez bas carbone, et un peu anecdote marrante, et je la partage à mon voisin, ma voisine. Ça vous va ? Et c'est parti ? Hello, moi c'est Johan, plus connu sous le nom du jeune engagé sur les réseaux sociaux où je parle avec humour de l'écologie. Et moi c'est Victoria, j'anime le podcast Nouvel Oeil chaque semaine. On est actuellement en Pologne où on rentre en France depuis l'Inde sans avion. Ça fait 6 mois qu'on est parti sur la route pour réaliser un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde et sur les initiatives, les solutions qui existent dans chaque pays. Et on a traversé pas mal de pays depuis le début. On a traversé à l'aller la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Oman. Et au retour, on est passé par le Népal, le Tibet, la Chine, la Mongolie et la Russie par le transsibérien. C'est complètement fou et on est hyper heureux d'assurer notre retour en France sans avion. Et ça serait pas possible sans toute l'aide qu'on a reçue sur la route, l'entraide qui est vraiment un enjeu principal. Exactement, s'il y a un message qu'on aimerait faire passer à Change Now, c'est la nécessité de l'entraide et du travail en collectif pour lutter dans la préservation de l'environnement. À bientôt pour voir notre documentaire. Bon. Les jeunes engagés, ils ont pas mal voyagé. Je vous laisse 2 petites minutes pour parler de votre anecdote avec vos voisins voisines. Ça vous va ? Et ensuite, j'introduis Thomas. Alors, c'est parti. Voisin, voisine, alors ? C'est quoi ton anecdote ? Tu vas me dire juste après, toi. Une aventure récente ? Ouais ? Ouais, mais mets juste à côté, quoi. Ah ouais. T'as un moment un peu cocasse Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est pas en direct.
Ok. Je vais vous inviter à terminer votre phrase. On a de la chance parce que c'est la dernière keynote de la journée. C'est le dernier panel, la dernière session. Ce qui fait que vous allez pouvoir continuer à vous parler de vos aventures après. Et c'est sympa, hein. Et je ne vous interromps pas pour rien. Je vous interromps pour introduire quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un, il faut imaginer, il est capable de réserver une salle de cinéma pour ne pas passer une image et faire pleurer tout le monde. C'est quelqu'un qui est capable de rendre accessible le voyage finalement assez proche de chez eux, y compris à un jeune papa de 3 enfants comme je suis. C'est le cofondateur, le rédac-chef d'une revue qui s'appelle Les Authors, qui est en train de créer un peu le Wikipédia de la rando avec Recto Verso. Je vous demande d'accueillir Thomas Fehr. Thomas Fehr. Merci beaucoup. Voilà, il a tout dit. Alors moi, ce soir, je suis venu vous poser une question. Et la question que je veux vous poser ce soir, c'est est-ce que vous savez que faire Paris-Marseille en voiture, c'est plus long que de faire Paris-Marseille à vélo? À première vue, ça a l'air un peu bizarre, mais laissez-moi vous expliquer un peu tout ça. Entre les deux villes, il y a à peu près 800 km. Donc en voiture, on va rouler à 110 km/h, on va faire une pause toutes les 2 heures pour se dégourdir un peu les jambes, on va mettre un peu d'essence, etc. Et il va nous falloir une dizaine d'heures pour faire le trajet. C'est pas très agréable de faire 10 heures de bagnole, mais bon, ça paraît quand même difficilement battable en vélo. À vélo, si on regarde, on se met au rythme d'une balade, on va faire 15-16 km/h. Il va nous falloir 50 heures pour aller de Paris à Marseille à vélo. Donc voilà, 16 km/h, il faut se rendre compte, hein, c'est vraiment une balade, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire 100 km à vélo dans une journée à cette allure-là. Donc il faut 50 heures, on se dit qu'on va rouler maximum 8 heures par jour, donc il va nous falloir 6 jours pour aller de Paris à Marseille à vélo. Donc d'un côté en voiture, ça nous prend 10 heures, de l'autre côté, à vélo, ça nous prend 6 jours. Du coup, on va se poser la question et on va essayer de rajouter un critère à notre calcul. Et le critère qu'on va ajouter, c'est le prix du trajet. On va regarder en voiture, il y a 4 péages, donc ça nous coûte 66,70 € pour faire le trajet de Paris à Marseille en voiture. Et on va ajouter un autre critère qui s'appelle le PRK, qui est le prix de revient kilométrique, qui est en fait un critère très simple qui nous permet de calculer combien nous coûte notre déplacement en voiture par kilomètre. Dedans, il y a le prix d'achat de ma voiture, le prix du parking, le prix de l'essence, le prix de l'entretien, des assurances, etc., etc. Ça va de 20 centimes à 3 € en fonction de la taille de votre voiture. Les très grosses voitures, ça coûte cher. Les petites voitures, ça coûte moins cher, etc., etc. Vous me dites si je vous perds. Hein. Pour l'instant, on est bon? Ok, super. Si à un moment, il y a quelqu'un qui est vraiment perdu, soit il s'en va, soit il lève la main et on reprend. Donc voilà, on va calculer le coût de notre trajet en voiture. Ça nous coûte 60 centimes par kilomètre sur 800 km, donc 480 €, plus les péages, on est à peu près à 550 €. À vélo, on fait le même calcul. Le prix de revient kilométrique d'un vélo, c'est 7 centimes par kilomètre, donc on va faire le même calcul sur 800 km, etc. On va trouver en gros une grosse cinquantaine d'euros. Donc maintenant, on remet le truc à plat et on voit bien que d'un côté, en voiture, il me faut 10 heures et 550 €, et de l'autre, il me faut 6 jours et 50 €. Alors vous m'avez peut-être vu venir, maintenant ce qu'on va ajouter comme critère, c'est le temps qu'il nous faut pour gagner cet argent. Et si je travaille au salaire médian en France, qui est de 2100 € net, il va me falloir 5 jours de travail à temps complet pour gagner les 500 € qu'il y a de différence entre mon trajet en voiture et mon trajet à vélo. Et donc d'un côté, je fais 10 heures de voiture, mais je dois travailler 5 jours pour me payer ces 10 heures de voiture, donc ça me prend 6 jours au total. Et de l'autre, je vais faire 6 jours de vélo et un petit peu plus pour les 50 € qui restent. Maintenant, la question qu'on se pose chacun, c'est qu'est-ce qu'on préfère faire? Et cette réflexion, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une réflexion qui est basée sur un concept qui s'appelle le concept de la vitesse généralisée. C'est un concept qui a été popularisé par un penseur de l'écologie qui s'appelle Ivan Illich il y a une quarantaine d'années. Et donc pour lui, pour calculer véritablement la vitesse qu'on met pour aller d'un point A à un point B, il faut donc prendre en compte le temps qu'on met pour aller de ce point A à ce point B, mais aussi le temps qu'on prend à se donner les moyens, ici financiers, d'aller de ce point A à ce point B. Donc voilà, ça c'est le concept qu'on regarde aujourd'hui. Évidemment, c'est un calcul qu'on peut faire bouger
dans tous les sens. On peut y ajouter des critères. On va pouvoir dire oui, mais le cycliste va devoir se loger. On va pouvoir dire oui, mais l'automobiliste va devoir se nourrir. On va pouvoir aussi regarder combien ça nous coûte d'un point de vue de la société, c'est-à-dire combien il va falloir pour bétonner les routes, combien il va falloir pour soigner les gens qui sont malades de la pollution en voiture, etc. etc. Autant de critères qui peuvent rendre le trajet en voiture plus cher et donc, selon la définition de la vitesse généralisée, le rendre plus lent. Donc ça, moi je suis pas venu faire des maths, déjà parce que j'ai arrêté ma fac de maths en plein milieu parce que ça me faisait chier, et donc je suis pas venu parler pendant 15 minutes de mathématiques ici, mais c'était important pour moi de comprendre que même si on prend strictement les critères mathématiques et économiques pour évaluer le temps et le temps qu'il nous faut pour aller d'un point A à un point B, ces questions, elles ont le mérite d'être posées. Et pourtant, ça serait vraiment être très très terre à terre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, plutôt que le temps passé, c'est comment on va optimiser le plaisir dans le trajet. Et pour optimiser le plaisir dans le trajet, il y a plein de manières, évidemment. Alors, on peut réfléchir par le territoire. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais quand on va de Paris à Marseille à vélo, il y a une grande partie du trajet qui se fait sur une piste cyclable qui s'appelle la Via Rona. Et la Via Rona, c'est une piste cyclable qui va du lac Léman à la Méditerranée, en traversant les Alpes et en longeant le Rhône. Là, forcément, on se rend bien compte qu'on n'est pas en train d'optimiser le temps passé, mais on est plutôt en train de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer pendant le trajet. Ça peut être des rencontres, ça peut être le territoire, ça peut être le bien-être que ça me procure de faire le trajet à vélo, etc. etc. L'été dernier, je suis parti en Écosse avec 2 de mes amis, qui sont aussi d'ailleurs mes cofondateurs sur le média Les Others. Et on avait envie d'aller marcher très loin. On avait envie d'aller marcher très loin et surtout dans un endroit où il y a peu de monde. On a choisi le nord de l'Écosse et un sentier qui s'appelle le Cape Wrath Trail, qui est un sentier dans les Highlands. Donc c'est vraiment un endroit où il n'y a personne. Il y a énormément de vent, il y a énormément de pluie, il y a énormément de moustiques. À première vue, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est évidemment très très beau, très déconnecté. On a croisé 5 personnes en 7 jours. Évidemment, on aurait pu y aller en avion, ça prend 2 heures. Il doit même y avoir un aéroport, je pense, dans le nord, vers Inverness, qui nous rapproche encore du sentier. On a choisi d'y aller en train. Donc on est parti le samedi à 18h de Gare du Nord. Donc on a pris l'Eurostar, 3 heures d'Eurostar. On commence à rencontrer des gens qui parlent anglais. On arrive à Londres. On a 2 heures de changement avant notre prochain train. Donc on mange un fish and chips, on boit une bière dans un pub. On commence à rencontrer les gens. On va monter dans un train dans une autre gare qui s'appelle le Caledonian Sleepers et qui est un train de nuit qui nous emmène de Londres à Glasgow. Dans ce train-là, forcément, on commence à rencontrer des gens aussi, des Écossais qui nous racontent un petit peu ce qu'ils font à Glasgow. Puis on va se coucher, bercé par le rythme du train. On a laissé le store ouvert dans notre petite cabine pour pouvoir être réveillé le lendemain matin. Il y a quelqu'un qui scotche un carton. Pour pouvoir être réveillé le lendemain matin par la lueur, par la lumière, par la fenêtre. Et donc on commence à se réveiller à 5h du matin, on voit les paysages défiler, on va dans le wagon restaurant, on mange une spécialité écossaise, ça s'appelle du haggis, c'est de la panse de brebis farcie. Désolé pour les végétariens, c'est très bon pourtant, mais voilà, avec de la purée, des haricots à la sauce tomate, etc. Et puis ensuite, on arrive à Glasgow. On a encore plusieurs heures avant de choper notre prochain train. Donc on se balade à Glasgow. Pareil, on boit une bière en terrasse, il fait beau, on se balade, il y a des belles églises. Et ensuite, on va prendre des trains qui sont des sortes de TER. On a encore 4 trains à ce moment-là. 4 TER qui nous amènent de gare en gare. On change de gare, c'est des petites gares magnifiques. Et puis petit à petit, on sent qu'on commence à arriver quand même dans le fond de l'Écosse. Le trajet se déroule. C'est un petit peu long quand même, c'est un petit peu long. Il y a les paysages par la fenêtre, il commence à pleuvoir, il commence à faire sombre. On commence à voir que dans les gares sont juste des petits bouts de bitume et qu'on ne voit pas grand-chose d'autre. Il n'y a plus de village, il y a les montagnes au loin. Et là, on sent qu'on arrive vraiment en Écosse. On sent la distance parcourue. Et au final, on se fait lâcher dans une petite gare qui s'appelle Ashnachellar. Ça faisait beaucoup rire la contrôleuse écossaise quand on essayait de prononcer l'endroit pour lui demander si c'était bien là où on devait s'arrêter. On se fait lâcher là. Il faut imaginer des rails au milieu d'un paysage immense. Il n'y a pas de gare en fait, il y a juste un petit terre-plein comme ça. Et le train repart, et tu es là. Et à partir de maintenant, tu sais que tu vas croiser personne, enfin du coup 5 personnes, pendant 7 jours. Et ce voyage en Écosse, ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Et c'était aujourd'hui à refaire, il n'y a aucun scénario où je prends l'avion. Il n'y a aucun scénario où je prends l'avion parce que vous avez peut-être compris que le trajet qu'on a fait jusqu'à ce petit village d'Ashnachellar, enfin cette petite gare d'Ashnachellar, il nous a permis de nous mettre
dans la disposition du voyage. Il nous a permis de commencer à parler une autre langue, de commencer à manger d'autres choses, de commencer à rencontrer des gens qui nous parlent d'où ils habitent, de commencer à voir les paysages. Et à partir de la première seconde, on avait mis le pied sur le sentier, on a su qu'on était complètement déconnecté. Il y a une grande différence entre ça et sortir d'un avion et arriver maintenant. Pourtant, ça a été assez difficile de prendre la décision d'arrêter l'avion, parce que quand on se dit qu'on va arrêter de prendre l'avion, on a l'impression qu'on se ferme des portes. On a l'impression que les choses vont devenir inaccessibles et qu'à partir de maintenant, on va être quand même assez limité. Et pourtant, le jour où j'ai pris la décision d'arrêter de prendre l'avion, il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est assez étonnant, c'est un sentiment que j'ai remarqué. C'était vraiment du jour au lendemain. J'ai senti plutôt plein de portes s'ouvrir. Il y a plein d'endroits, on sait qu'ils sont très accessibles et il suffit de se payer d'avion pour y être demain. Par exemple, j'ai toujours eu envie d'aller au Japon. J'ai toujours eu envie de passer beaucoup de temps aussi aux États-Unis, dans les parcs nationaux, etc. Mais le fait de savoir qu'il me suffisait de claquer des doigts pour y aller, ça avait enlevé un petit peu de plaisir à tout ça. Et maintenant que je sais que je ne prends plus l'avion, de me dire que peut-être dans ma vie, je vais aller au Japon, mais que pour aller au Japon, d'ailleurs ils en ont parlé là du transsibérien dans la vidéo, que pour aller au Japon, il va falloir que je traverse l'Europe jusqu'à Moscou, ensuite que je prenne 2 semaines un train, donc le transsibérien, qui va traverser la Russie, la Sibérie, la Mongolie, la Chine pour aller jusqu'à Vladivostok, puis un bateau pour aller au Japon, ça me donne vachement plus envie d'aller au Japon en fait. Ça me donne vachement plus envie d'aller au Japon et je sais en plus que pour y aller, vu qu'il va falloir 1 mois pour y aller, je vais probablement y rester 6 mois et qu'il me faudra 1 mois pour revenir. Et alors certes, je ne vais pas aller au Japon, en Patagonie, en Islande, en Thaïlande, en Terre de Feu, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais peut-être qu'il me restera 2-3 grands voyages comme ça. Pour aller aux États-Unis, pareil, il va falloir que je traverse l'Atlantique à la voile. Et il y a Sailcop qui va parler après. Voilà. Il va falloir que je traverse l'Atlantique à la voile. Et le fait de savoir que pour y aller, je vais devoir traverser l'Atlantique à la voile, ça me donne vachement plus envie d'y aller que de savoir que je vais prendre un avion pour atterrir directement là-bas. Et d'ailleurs, dans 1 mois, je vais faire du bateau pendant 3 jours vers les îles Guernesey, machin, pour essayer de regarder ce que ça fait déjà 3 jours, pour voir si 2 semaines, 2-3 semaines, c'est faisable. Je pense qu'on vomira beaucoup, mais voilà, donc ça m'excite vachement plus. Et je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'au final, là, ce qui m'est venu, c'est un énorme poncif, donc c'est pas la destination, c'est le voyage, machin. Donc je le dis comme ça je le décomplexe un peu, mais c'est un peu ce que je voulais dire quand même. C'est pas la destination, c'est le voyage. Et je pense que c'est assez important de se rendre compte que si on arrête d'essayer d'optimiser le temps et qu'on essaye d'optimiser le trajet et le plaisir qu'on va y prendre, on va passer des moments beaucoup plus agréables. On en passera moins, mais on en passera des largement meilleurs. Pour finir, je voulais vous lire un petit texte que j'ai trouvé dans un livre. 3 jours après être rentré d'Écosse, donc l'été dernier, je me baladais dans un parc à côté de chez moi et j'ai trouvé ce petit livre. Ça s'appelle Le Serpent à plumes. Et en fait, c'est une revue, je cite, qui publie les meilleurs auteurs de notre époque. C'était dans les années 90, les grands courants de la littérature contemporaine. Et donc, c'est un récit, on va dire, c'est un recueil de micro-nouvelles, de fiction courte. Et la première, c'est une nouvelle qui s'appelle Un jour de gagner, qui est écrite par un auteur anglais qui s'appelle Graham Greene, que j'aime beaucoup. Et je vais vous en lire un petit passage. Je ne vais pas vous le lire en entier, donc je vous contextualise très rapidement. C'est un homme qui nous raconte l'histoire, c'est le narrateur, et il est en train de suivre un autre homme. On ne sait pas exactement ce qu'il lui veut. Il est peut-être voleur ou enquêteur, il a l'air de vouloir quelque chose qu'il a sur lui. Et cet homme qui suit l'autre assiste à la rencontre de l'homme et de son ami. Je vous lis un petit peu ce qu'ils disent. Donc la nouvelle s'appelle Un jour de gagner et vous allez comprendre pourquoi. Alors donc c'est le narrateur qui nous dit: quand je dis qu'il avait rendez-vous avec un ami, je ne suis pas sûr qu'il s'agissait d'un ami. Je sais seulement qu'il a salué cette personne avec une apparente affection. L'ami lui a dit: quand partez-vous ? Il a répondu: à 2 heures de Douvres. Ensuite l'ami a repris: on gagne un jour avec l'avion. L'autre a fait oui de la tête. S'il sacrifiait son billet, il gagnerait un jour. Je vous demande un peu, à quoi cela rimerait-il, pour lui comme pour vous, un jour de gagner ? Un jour gagné sur quoi ? Un jour gagné pourquoi ? Au lieu de passer la journée à voyager, vous arriverez à destination un jour plus tôt. Et puis, comme vous ne pouvez rester indéfiniment, vous rentrerez 24 heures plus tôt, voilà tout. Mais reprendre l'avion au retour, n'est-ce pas encore économiser un jour ? Économiser sur quoi ? Économiser pourquoi ? Si vous êtes à vos occupations un jour plus tôt, vous n'allez pas travailler jusqu'à la fin des temps. Autrement dit,
vous cesserez de vous échiner un jour plus tôt. Et après, vous ne pouvez pas mourir un jour plus tôt. Peut-être mesurerez-vous alors quelle folie était la vôtre d'économiser un jour, quand vous découvrirez que vous ne pouvez y couper à ces 24 heures si chèrement épargnées. Vous aurez beau en repousser l'échéance encore et encore, viendra le temps où il faudra les dépenser, et à ce moment-là, il est fort possible que vous regrettiez de ne pas les avoir passés aussi innocemment qu'en regardant le paysage par la fenêtre d'un train. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi le prochain voyage Le prochain pour lequel voyage, je souhaitais voir de beaux paysages par la fenêtre d'un train? le mien, je pars en Suède cet été, pendant 10 jours dans une ferme, et j'ai réussi à faire changer le trajet des 10 personnes qui voulaient y aller, pour qu'on fasse Paris, Amsterdam, Hambourg, Copenhague, Suède, et donc on va faire pas mal de trajets en train, ouais. Ça va être cool. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, Merci, Thomas. pour l'invitation. On continue le voyage? Prochaine étape. On a eu de l'inspiration, des grands voyageurs, des grandes voyageuses. L'idée, c'est maintenant de rencontrer celles et ceux qui nous permettent ce voyage qui correspond à ces récits désirables, ces voyages qui réinventent notre façon de réussir. Ces personnes, quelque part, qui nous permettent de nous poser dans un train et de regarder un paysage qui défile en disant « je suis à ma place ». Ou peut-être, un jour, de rencontrer des dauphins en allant vers la Corse. Je vous propose aussi d'accueillir parmi ces personnes quelqu'un qui permettra un jour à l'un ou l'autre d'entre vous de voyager avec une personne un peu neuroatypique, quelqu'un qui n'a jamais voyagé avant et qui ne sait pas trop comment faire. Voilà, c'est celles et ceux qui nous soutiennent, quoi. Notamment, j'invite Nora de Night Goes. C'est une grande voyageuse, une communicante brillante, une écolo et une cofondatrice de Night Goes, dont elle vous parlera un petit peu plus. J'appelle Cédric. Cédric, il est derrière Fairtrotter. Lui, il rêve grand et il voyage très sobrement. C'est un jeune entrepreneur qui permet que le voyage soit accessible à tous et à toutes, quelle que soit la singularité de chacun. Il aime bien parler d'un voyage qui est décarboné, qui est inclusif et qui est absolument merveilleux. Parce que c'est quand même le but aussi. Et enfin, Stéphane de Sailcop, de cette coopérative qui vous permet peut-être de traverser la Méditerranée vers la Corse, peut-être de rejoindre bientôt des îles à droite à gauche en France et peut-être aussi bientôt de nouveaux continents. Bienvenue à toi. Et bien c'est parti. J'ai demandé au public, pour un temps, d'échanger un peu sur des anecdotes croustillantes ou peut-être merveilleuses de leurs voyages engagés, locaux, qu'ils ont pu vivre récemment. T'accepterais de te lancer, Nora? Bien sûr. Allez hop. Alors moi, j'aurais bien aimé vous parler du Caledonian Sleeper, qui est un train absolument merveilleux, mais comme Thomas vient de le faire, je crois qu'on va changer de plan. Parce que j'ai vécu en Écosse pendant 1 an et c'était magnifique. Et ce train est vraiment, si vous pouvez le prendre, c'est vraiment très beau. Mais je crois que je vais vous parler d'un autre train, ou plutôt de 4 autres trains que j'ai pris pour aller dans le Jura, voir mes amis. C'est un endroit qui s'appelle le Clos de la Louve. C'est un endroit où ils font de la permaculture, des retraites d'écriture, du yoga, etc. Et ils essaient surtout de faire en sorte de ne pas avoir trop d'impact sur l'environnement. Et donc y aller de Strasbourg à Salins-les-Bains en train avec 4 voyages, avec, imaginez, mon énorme sac sur le dos, des plantes du côté gauche, des plantes du côté droit que je voulais planter dans leur verger. J'étais chargée comme une mule, c'était un vrai effort. Et en même temps, par le hublot, il y avait ces paysages magnifiques du Jura qui défilaient. C'était vraiment un beau voyage. Et quand je suis arrivée, ça faisait vraiment sens de faire ça. Et donc celui-là, il m'a vraiment, vraiment plu, même s'il y avait quand même de la difficulté. Et pour reboucler avec Stéphane et Sailcop, mon cofondateur Gauthier, lui, il a pris un train
de nuit de Munich à Zagreb, en Croatie. Il a rencontré des gens qui lui ont donné tellement envie de faire de la voile que, en fait, son aventure du train de nuit s'est transformée en une autre aventure et qu'aujourd'hui, il fait énormément de voile avec sa femme Camille. Et donc, je pense que c'est assez fécond, le train. Des voyages qui en invitent d'autres. Tout à fait. Stéphane, une petite anecdote? Alors, je vais vous faire plaisir. Je vais aussi faire rimer la voile avec le train de nuit parce que l'anecdote que j'ai choisie, c'était la découverte d'un train de nuit qui est incroyable aussi. C'est un train de nuit qui va de Stockholm jusqu'à Narvik, qui est en Norvège. Et c'est un train de nuit qui passe en Laponie. Et sur ce train de nuit, en fait, le train de nuit a été retardé 1 heure par une partie de l'équipage du Père Noël. Alors, il n'y avait pas le traîneau, il n'y avait pas le gros bonhomme rouge, mais par contre, il y avait les rennes. Et donc, de manière complètement amusée, on a vu les contrôleurs du train ouvrir la porte. Le train roulait vraiment au pas. Il y avait des rennes qui étaient devant, qui prenaient leur temps, marchaient sur les rails. Et pendant 1 heure, ces contrôleurs, ils agitaient les couvertures de survie pour faire fuir les rennes, mais les rennes continuaient à avancer paisiblement. Il a fallu qu'on attende un passage à niveau pour que les rennes y fassent un pas de côté. Et puis voir ce train de nuit qui est incroyable. Je ne reviendrai pas sur l'expérience qui a été narrée tout à l'heure, parce que quand vous arrivez en pleine Sibérie, en forêt boréale, c'est l'hiver, hein, donc il y a de la neige partout. Et bien ces rennes, ils ont juste bloqué le train de nuit pendant 1 heure et puis c'était juste merveilleux. Tous les gens, beaucoup de gens qui avaient pris Interrail, qui étaient en échange Erasmus, etc. Ça, c'est génial aussi de rencontrer ce gens-là. Et ben on était tous fascinés par les rennes et puis c'était juste incroyable. Merci. La petite dernière. Je pense que je vais vous partager une anecdote un petit peu plus cocasse de mon côté. C'était durant un week-end en Occitanie. Je viens d'un monde évidemment où on dit chocolatine. J'ai relevé mon défi. Et poche, c'est vrai. C'est aussi l'interculturel, le voyage. C'est aussi l'interculturel, tout à fait, c'est exactement ça. Levez la main, la team pain au chocolat. Ah ben là, je pense que... Ah quand même, hein. Levez la main, la team chocolatine, pour voir. On en a quand même des sudistes. Merci. Il y a un troisième truc, en Alsace, on dit le petit pain. Oh, il y en a Le deux, petit trois. pain, qui d'autre? Non, pas pain au chocolat. Ok, je vois, on est un petit comité. C'était un week-end en Occitanie, c'était dans un village, une bourgade, dirais-je. Un village médiéval qui s'appelle Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn. Vraiment d'un point de vue objectif, je pense que c'est la plus belle région de France, le Tarn. Je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil, c'est magnifique. Et on avait trouvé du coup un spot à la sortie de ce village, au bord d'une rivière, avec des petits oiseaux, des arbres pour être à l'ombre le lendemain, ce qui est très important quand on plante une tente, je vous préviens, d'anticiper les arbres pour avoir l'ombre le lendemain. Donc on repère un peu ce spot, on revient dans le village pour dîner le soir, au bord du Tarn, en bas d'un pont en pierre magnifique, vue sur des falaises de 300 mètres de haut. On passe un moment magique. Et lorsqu'on revient du coup sur notre spot pour planter notre tente, évidemment le spot était pris. Au mois de mai, les spots sont facilement pris. Donc nous voilà sur la route parce qu'on était en voiture du coup pour ce petit week-end en tente. Et on prend la route et sauf que il se trouve qu'on est au milieu de nulle part. On ne trouve pas vraiment de coin pour replanter notre tente. On fait des kilomètres et des kilomètres. Sauf qu'à un moment donné, la fatigue se fait. La nuit tombe. Et au fur et à mesure des kilomètres, on voit sur la droite des petits panneaux réserve militaire au fur et à mesure du chemin. Et sauf qu'on se dit, à un moment donné, ça fait des kilomètres qu'on voit ce panneau. Pour les probabilités pour qu'il se passe quelque chose de un peu inattendu, les probabilités sont vraiment très faibles. À un moment donné, avec la fatigue, du coup, on se gare au bord de la route, on trouve un spot assez sympa pour planter notre tente. Donc, on la prépare. Au moment où on s'installe un peu avec l'épuisement, au fin fond de l'oreille, on entend un camion arriver. Et en fait, à une dizaine de mètres, le camion s'arrête. Il y avait juste une orée d'arbres qui nous séparait. Et il croit qu'il doit y avoir une dizaine de militaires ou une quinzaine de militaires qui descendent en pleine manœuvre nocturne et qui font des tirs à blanc. On se croirait au 14 juillet. Et donc, le seul réflexe qui nous est pris, c'est de ranger la tente à la vitesse de la lumière. Je n'ai jamais rangé une tente aussi vite de ma vie. À tel point que la tente, nous l'avons pris entière. Nous l'avons jetée dans le coffre de la voiture. Je ne sais pas si c'est mon temps. Oui, c'est mon temps. Dans le mal, pardon. Excusez-moi. Et du coup, pour se rendre compte que même pas 50 mètres après, il y avait vraiment la caserne militaire de Kélus. Donc, pendant des kilomètres, on n'a rien trouvé. Il a fallu qu'on plante la tente au milieu de la caserne militaire,
où du coup les militaires faisaient des manœuvres nocturnes. Et du coup, on a dû Ouais. rerouler pendant des kilomètres pour voir enfin un village qui nous accueille à bras ouverts. Vous avez pu dormir quand même. On a réussi à dormir Bon, assez je tardivement, suis mais on a passé rassuré. un très bon moment et on en rigole encore aujourd'hui. Et c'est là où c'est l'aventure aussi, c'est que ça fait de très belles histoires malgré tout, même s'il y a des petites galères, quoi. C'est quelque chose que je trouve un peu fou dans l'aventure, comme il y a une part d'excitation, mais ça part aussi parfois un peu d'inconfort, de saut dans l'inconnu, de choses qui sont pas si simples. Là, vous êtes quand même 3 acteurs, actrices. Tu es en train de lancer avec Night Goes quelque chose d'assez exceptionnel autour du train de nuit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les trains de nuit, il y en a beaucoup. Est-ce que dans l'Assemblée, vous avez une idée est-ce que c'est 50, 100, 200? Ceux qui pensent 50 lèvent la main. En Europe, ceux qui pensent 100, En termes de nombre de lignes, en c'est ça? nombre de lignes, ouais. Ok. Combien il y a de trains de nuit en Europe? 50, 100, 200, 300? Ok, la bonne réponse était 210 et 1410 plus de destinations à peu près. Donc, par contre, pour les trouver, c'est un peu la galère. Donc, nous, on crée une plateforme pour les trouver et bientôt les réserver partout en Europe. Et on espère que vous serez nombreux à les réserver. On a un autre acteur dit du slow travel avec Sailcop. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Alors, Sailcop, d'abord, ça part d'un rêve qui est celui de pouvoir rallier des îles sans abîmer notre climat, notre planète, la biodiversité, du milieu marin qui est incroyable. Et donc, Sailcop, nous, on est une coopérative, c'est-à-dire que là, très humblement, sur scène, je représente au moins 2500 personnes qui ont donné une petite participation dans Sailcop pour que ce projet puisse exister. On emmène depuis 3 ans, on emmène des gens en Corse, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec 2 voiliers. Donc il y a un départ par jour en saison pour aller en Corse. Et on a beaucoup plus d'ambition, on va dire, parce qu'on souhaite relancer le transport à la voile, au moins en France, et si ce n'est à l'international. Et avec ce modèle d'entreprise qui est un modèle participatif, coopératif. Qui est une aventure en voilà, soi, quoi. Qui est aussi une aventure en soi, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur c'est quoi exactement le slow travel ou le voyage un peu inspiré comme ça? Pour être sûr que tout le monde est sur la même page. Allez, je me lance. Pour moi, le slow travel, c'est prendre le temps d'aller à destination. Comme Thomas l'a dit tout à l'heure, en fait, faire de son trajet une partie de ce moment génial que tu vas passer en voyage. Donc, voyager slow, c'est souvent voyager aussi bas carbone, avec sûrement ses pieds, son vélo, peut-être un train, peut-être un bus, peut-être du covoiturage. Mais certainement pas tout seul dans sa voiture individuelle ou en avion, même si parfois on est obligé de les prendre. Et je voudrais juste vous donner un ordre de grandeur parce que tout à l'heure Thomas parlait, il nous a beaucoup parlé de Marseille, Paris-Marseille. Je voulais vous dire que Paris-Marseille en voiture, c'est 150 kilos de CO2 relâchés dans l'atmosphère. Et donc en fait il y a un ratio de 0 à 88. Si tu prends le train, c'est 1,7 kilos par passager. Et si tu le fais en avion, là pour le coup c'est un ratio de 50. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer le plus souvent possible de voyager slow. Donc on a du slow travel, low carbone, super grand kiff. C'est ça le but, quoi. Et en plus on voit les super paysages par la fenêtre, enfin, c'est ça aussi, quoi. C'est commencer son voyage sur le quai de la gare ou alors sur son vélo et regarder autour de soi et voir ce super joli papillon qu'on n'aurait jamais vu si on avait pris une bagnole, quoi. Quand j'avais introduit un peu sur les grands réseaux sociaux des internets mondiaux le panel, j'ai dit qu'il croquait à pleines dents dans le beignet. Il y a un truc qu'on adore à Change Now, c'est un truc qui s'appelle le donut, le beignet, et on dit qu'au milieu, il y a le plancher social à partir duquel les besoins de tous les humains sur Terre sont nourris. Et puis, il y a la frontière à ne pas dépasser des limites planétaires. Et ce que je trouve de très fort dans notre panel, c'est qu'ils vont vraiment croquer ça. Notamment Fair Travel. Alors, Fair Travel, ce que j'adore comme aventure, c'est ça fait 1 an qu'ils se sont lancés, 1 an qui cravachent comme des fous, et ça fait un peu plus d'1 mois tout juste qu'ils ont leur licence pour vraiment faire ce qu'ils ont à cœur de faire. Donc déjà, franchement, félicitations. Félicitations pour ça, félicitations d'être là. Merci beaucoup. Et puis vous attaquez un peu plus qu'au bas carbone. Il y a quelque chose, un petit supplément d'âme. Ouais, complètement. En fait, avec Fair Trotter,
On a un terme qu'on aime beaucoup, c'est impact positif, parce qu'au-delà de l'impact environnemental, il y a évidemment cet impact social. Impact social qu'on peut retrouver assez communément aujourd'hui en mettant en avant des acteurs locaux, en ayant une économie locale sur place et en mettant des patrimoines locaux. L'idée, c'est en plus de ça, c'est d'accompagner tous les groupes sociaux, de toutes les personnes de tous les groupes sociaux, de les accompagner, que ce soit orientation sexuelle, que ce soit couleur de peau, que ce soit les handicaps, la neuroatypie, que toutes ces personnes soient déjà représentées dans le voyage. Et en plus de ça, qu'on puisse les accompagner pour qu'elles puissent voyager sereinement et en plus de ça, sobrement. Donc si on arrive à faire les deux, ce sera encore plus chouette. C'est quand même ouf. Enfin, bref, j'ai beaucoup d'admiration et je suis très touché d'être en tout cas présent. J'espère que vous goûtez un peu à ça aussi. Je vous propose pour mettre un peu de rythme. Je vous avais dit que j'allais tenter ça. Vous êtes prêts? Prêtes? C'est un peu d'un coup comme ça, mais un truc qui m'émerveille dans le voyage, c'est... Je répète le début de la phrase et je vois ce qui vient. Et si je passe, je passe. La Voie lactée. Un truc qui m'émerveille dans le voyage, c'est... Ok, revaloriser le chemin plutôt que la destination. Un truc qui m'émerveille dans le voyage, c'est... C'est rencontrer quelqu'un que tu n'avais pas prévu et qui devient l'une de tes meilleures potes. Moi, ça m'est arrivé. Ma pote Lina, qui est lituanienne et que j'ai rencontrée en Estonie, habite aujourd'hui à Bruxelles et je l'aime. Un truc qui me saoule profondément devant des ruptures de notre monde, c'est... L'indifférence. L'inertie des pouvoirs publics. Ok. Ça n'a pas besoin d'être le truc. Mais un truc, quand même, ça me gratte un peu. Le manque de structures mises à disposition pour des personnes, ne serait-ce que des personnes à mobilité réduite, je dirais. Entre autres, évidemment. Et là, je vous emmène dans 20-30 ans. Vous avez une baguette magique. Le monde est devenu selon votre idéal. Ok. Dans ce monde idéal, le voyage, il ressemble à 3 petits points. Je vais dire une aventure, mais bon, je vais un peu paraphraser. À la limite, je vais broder un peu. Ça ressemble à l'aventure au défi d'aventure qui nous est demandé là aujourd'hui en tant qu'humanité, de changer tous nos modes de vie pour respecter, tu le disais, le donut, le plancher social et la sphère environnementale. Et donc pour moi, le voyage de demain, le voyage quand on va aller voyager pour rêver, pour se distraire, il aura ressemblé à cette belle aventure qu'on va tous réussir ensemble pour réaliser ces multiples transitions qui vont être extrêmement difficiles, mais qu'on va réussir ensemble. Le monde idéal, c'est une conception un peu idéale qu'on aurait. Ce serait qu'on puisse réellement accompagner toutes les personnes en ayant toutes les connaissances approfondies sur tous les sujets, je pense, sur le plan inclusion, mais évidemment sur l'aspect sobriété, sur l'accompagnement des acteurs du tourisme aussi. Je pense qu'il y a un gros boulot dans ce secteur-là. Donc je suis assez par ça. Pour moi, là j'ai faim, donc probablement un super bon curry breton. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà mangé, mais c'est ça que j'ai envie de voir dans mon prochain voyage. On commence à sentir qu'il y a quelque chose il a transformé son voyage en aventure. Ça commence au pas de sa porte. Ça commence avec des chouettes personnes pour m'aider. J'ai l'impression que vous vivez aussi des sacrées aventures. Tu nous as touché un mot de l'aventure d'une coopérative. Peut-être que tu l'as introduit un peu, mais j'ai l'impression que tu as une sacrée exploration de l'humain en ce moment pour mieux comprendre toutes les diversités que tu as envie d'accompagner. Qu'est-ce que ça t'a amené à apprendre? Quel changement de regard tu as eu là-dessus? Ouais, complètement. En fait, comme je vous ai dit, ça demande des connaissances approfondies sur tous les sujets, une déconstruction aussi qui est un peu infinie. Et tout ça, ça prend du temps. Et tout ça ne peut pas aussi avoir lieu sans les conseils, par exemple, d'experts sur les sujets. Et je peux avoir une petite anecdote peut-être là-dessus. Typiquement avec Luigi qui a intégré l'aventure Frères Trotteurs. On était tous les deux sur la co-création d'un séjour avec Tourisme Handicap.
Et du coup, Luigi, qui a pris le lead un peu sur la situation, avait proposé. Luigi, tu peux lever la main. Ouh, chocolatine. Merci à toi. Et Luigi, du coup, qui avait pris la main un peu sur la situation, avait préparé un séjour du coup en Bretagne, parce qu'il est en Bretagne aussi actuellement. Voilà. Qui avait préparé du coup un séjour en Bretagne très préparé avec tous les hébergements qu'il avait essayé de cibler, qui seraient adaptés pour des personnes à mobilité réduite, avec des activités tous les jours qui seraient adaptées, etc. Et en fait, on a été face à une réalité. Heureusement qu'il y a eu cette vision experte de cette personne qui nous a, qui a surtout orienté Luigi pour lui dire on est face à des problématiques. Déjà, il faut savoir 3 choses, notamment entre autres, mais 3 choses qu'elle nous a dit qui sont très importantes. C'est la première, c'est le rayon d'exercice en fait d'une personne à mobilité réduite lorsqu'elle est en voyage, c'est de 50 à 80 km, pas plus. Sinon, ça devient trop intense. La deuxième chose qu'elle nous a dite, c'est que notamment il y ait 1 heure en fait de trajet en fauteuil roulant, de déplacement en fauteuil roulant en centre-ville, c'est l'équivalent pour nous de 3 heures de randonnée intense. Alors là, pour le coup, l'aventure, elle vient vite. Hein. Ouais, complètement. Et la troisième chose, du coup Et la troisième chose, du coup... attendez, ça me revienne parce qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes. Luigi, tu peux m'aider peut-être sur la situation. Je vous propose, on ira voir Luigi derrière si vous voulez avoir la troisième comme ça. Ça me revient. Super ça me revient. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que Luigi a préparé des activités vraiment adaptées tous les jours. Et en fait, il faut savoir juste qu'il faut absolument des jours de repos entre chaque jour d'activité sur des étapes, parce que sinon ça devient trop fastidieux physiquement, psychologiquement. Et tout ça, en fait, sans la vision d'une experte, eh bien, on n'aurait jamais pu avoir connaissance de tout ça. Donc, d'où l'importance d'avoir une connaissance approfondie sur ces sujets. Et heureusement qu'il y a des gens qui nous entourent aujourd'hui pour créer tout ça, quoi. Voilà. Merci. Avec plaisir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup le temps de toucher dans le panel là, et que j'ai envie de poser, qui est... en fait, ces personnes-là, elles sont aussi assez formidables pour réinventer l'imaginaire autour du voyage. Et que quelque part... il y a quelque chose qui se joue ici, quand je suis une personne qui a une forme de handicap, de savoir m'imaginer en voyage, déjà, c'est une révolution immense, quoi. Je te laisse une dernière petite parole avant de faire un petit tour des call to action des unes et des autres. Mais toi, c'est en fait ton métier de créer ces imaginaires-là. Tout à fait. C'est quoi un peu ton défi dans le changement culturel que tu espères ? Il y a un vrai changement culturel à faire parce que il y a plein de barrières en fait au slow travel. Il y a le temps qu'on n'a pas forcément. Parfois c'est plus cher aussi de prendre ces trajets-là. Il faut pouvoir s'équiper, il faut pouvoir poser des jours de congé. Ça, Thomas l'a posé tout à l'heure dans son talk. Et en fait, je crois qu'il va falloir qu'on fasse passer le trajet vraiment au niveau du plaisir, tu vois. Prendre plaisir à faire les choses lentement. Tu vois, on a eu Victoria Guillaumont qui nous a parlé au début, qui vraiment sait faire passer ça très bien. Parfois, la lenteur permet aussi de se retrouver avec soi-même, de rencontrer des nouvelles personnes, de plus prendre plaisir à voir les paysages, etc. Et rendre le slow travel sexy, c'est pas facile. Parce qu'on est dans une société de l'hyperproductivité, parce qu'en fait, le temps, c'est de l'argent. Et donc, parfois, juste se poser, faire la sieste sous un arbre, c'est un truc chouette, c'est un truc fort. Ça peut être dans le voyage. Quelque chose que posait tout à l'heure Thomas qui m'a touché, c'est qu'il y a ce jeu de la reconnexion et de la déconnexion. Et dire qu'en fait, la lenteur et être au milieu de nulle part, c'est ça qui reconnecte. Il nous reste peu de temps. Ce que je vous propose, c'est de conclure un peu en disant c'est quoi votre prochain défi, votre actualité, et peut-être faire un petit call to action, un appel à agir auprès des personnes qui sont en face de nous. Tu veux prendre ? Je prends et je me permets de rebondir parce que quand on voyage en bateau, la lenteur, c'est un truc qui est génial. Là, ici, il y a Arthur qui nous a rejoint. Il a navigué il est dans l'équipe Sailcop. Il a navigué sur les bateaux les plus rapides du monde. Mais la lenteur que vous pourrez voir, enfin que vous pourrez expérimenter, goûter quand vous allez monter sur un bateau, n'importe lequel, Sailcop ou un autre, cette lenteur, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'élément marin, à prendre conscience de la fragilité
de la fragilité de l'écosystème marin, prendre conscience aussi de notre fragilité à nous, parce qu'en fait, au milieu de l'océan, on n'est pas grand-chose, et c'est très très bien comme ça. Et l'aventure aussi, elle est là. Et puis vous allez rencontrer des dauphins, des baleines, voire des fois, malheureusement, les effets de la pollution sur les milieux marins. Et là, vous allez vraiment toucher du doigt. Et puis rêver avec... tout à l'heure, j'ai choisi la Voie lactée parce que la voûte étoilée, quand vous êtes en mer, au milieu de nulle part, très loin des côtes. Et c'est ça qu'on a envie de faire vivre à nos passagers. Je vais très vite faire mon call to action. On a fait la Corse. Depuis 3 ans, on fait la Corse. On a le grand plaisir d'emmener plus de 1500 personnes en Corse. Et c'est génial ce qu'on leur a fait vivre. C'est incroyable pour nous aussi. Et à partir du printemps, on va pouvoir le faire sur des plus petites distances, mais avec plein de monde, donc en Bretagne. Donc on va lancer une ligne en Bretagne avec un bateau qu'on est en train de construire et qui, grâce aux souscripteurs Sailcup, est rendu possible. Et ça, c'est incroyable aussi. Et donc voilà, rendez-vous bientôt en Corse, en Bretagne, ou bien sociétaire Sailcup, comme Oscar, qui est sociétaire Sailcup depuis cet après-midi. Voilà, merci à tous. Il y en a un ou deux. Ah oui. Call to action. Ouais, je vais essayer de faire vite du coup, mais avant tout, je voulais absolument te remercier pour ta gentillesse, toute la préparation qu'on a eue. C'est et gentil. Je pense que ça paraît important de le souligner, parce que sans toi, tout ça n'aurait pas lieu. Je vais essayer de faire vite, il reste 30 secondes, là je le vois. Globalement, notre objectif du coup avec Faire Trotteur, on a une dizaine de circuits là qui sont disponibles en France et en Europe sur notre site internet fairtrotteur.com. Là, l'objectif en fait d'ici la fin de l'année, c'est qu'on ait 10% de nos circuits qui sont inclusifs. Donc, on est un projet ambitieux et je pense que je peux terminer sur une phrase un petit peu qui nous tient à cœur, nous chez Faire Trotteur, c'est rêver grand et voyager sobrement. Merci beaucoup. Nora, j'ai la chance de te laisser clôturer ce petit panel. Trop de chance. Nous, on a lancé une carte interactive qui vous permet de chercher vos trains de nuit partout en Europe et aussi de faire votre itinéraire. Ça va être passionnant pour les ponts de mai et aussi pour cet été et aussi pour tous les moments creux du tourisme sur lesquels vous pouvez aussi voyager. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez réserver à l'été prochain des billets sur Night Ghost. Donc suivez-nous, abonnez-nous et on sera très contents d'avoir vos retours aussi. Et le défi avec lequel on aimerait vous laisser avec mes 2 cofondateurs Thomas et Gauthier, c'est que 2024 est encore long. À la fin de l'année, vous pouvez tous et toutes avoir testé et approuvé le train de nuit. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à nous quitter. Surtout, n'hésitez pas à aller les rencontrer. C'est franchement des pépites humaines. Donc, même si ce n'est pas pour parler de voyage, vous allez en faire un. On a la chance d'accueillir maintenant Célia Poncelin. Elle a créé, avec son chéri qui est ici présent, un média qui s'appelle Tomorrow. Vous voyez ces personnes qui un jour constatent qu'il y a une sorte d'impasse, il y a une sorte de manque d'espoir, quelque chose qui n'est pas là, et qui, plutôt que de rester dans l'inaction, choisissent de partir à l'aventure, de partir voyager, de rencontrer, et qui viennent nous offrir le cadeau de nous raconter ces rencontres, de nous redonner de l'espoir par ces rencontres, et de nous inviter, sans doute, nous aussi, à une sacrée aventure. Célia, je t'invite à me rejoindre. Bienvenue à toi. Je me mets là. Comme tu veux. Bonjour. Pour moi, il y a une part du voyage qui est sans doute une notion d'émerveillement et de rencontre. Est-ce que quand je suis dans de la crainte, dans de la peur, dans de la colère, face à des ruptures du monde, c'est pas ça la clé de retrouver de l'émerveillement? Déjà, merci d'être là ce soir, avant de répondre à la question, parce que je prends conscience qu'il est tard et que c'est un sacré effort peut-être d'être là. Et je pense que l'émerveillement, il est beaucoup en lien avec le territoire pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez penser à un endroit où vous êtes bien sur cette terre. Ça peut être par exemple chez vos parents, un endroit vraiment qui est à vous. Et je trouve que nos pensées sont vraiment liées à cet endroit parfois où on est. Je le dis parce que je trouve que le voyage, ça part aussi avant le voyage, comment est-ce qu'on le prépare, pendant le voyage, et le retour qui n'est pas toujours évident à vivre.
Et toutes ces pensées, elles sont changées par la territorialité pour moi. Et du coup, le voyage est très en lien avec la géographie. Est-ce que tu as un moment dans tes voyages avec Léo qui t'a beaucoup marqué de ce point de vue-là, où c'est clairement le territoire qui vous a fait bouger? Alors peut-être je peux te donner un exemple plus récent. Je suis partie en Roumanie en train. C'est quelque chose qui me paraissait impensable il y a quelques années. Pour tout vous raconter, j'ai honte de le dire, mais je tenais une note dans mon téléphone avec le nombre d'avions que je prenais chaque année et j'en étais hyper fière. À l'époque, il y a 5 ans. Depuis, j'ai pris une grosse claque et j'ai complètement changé ma façon de voyager. La preuve, je suis venue en train de nuit à cette conférence parce que j'habite dans le Pays Basque et il y a un super train de nuit Bayonne-Paris. Et donc, pour répondre à ta question, je suis partie en Roumanie en train, c'est quelque chose qui me paraît impensable. J'ai passé beaucoup de temps à préparer ce voyage parce que c'était super galère de trouver des trains de nuit. Bon, depuis, il y a des plateformes qui sont en train de se mettre en place, donc c'est super. Mais tout le trajet, j'ai vraiment vu mon état d'esprit évoluer et en fait me dire la Roumanie, ça me paraît vraiment être la porte d'à côté alors que c'est à côté de la mer Noire et qu'on est quasi à Istanbul. Mais le fait de voyager jusque là-bas, je me suis dit bah, si j'ai fait ça, je peux encore faire plus. Donc maintenant j'ai envie d'aller plus loin. Je peux me dire je peux aller jusqu'au Moyen-Orient, peut-être jusqu'en Asie. Et donc je trouve que cette pensée, elle évolue aussi énormément par rapport au chemin qu'on repousse, à la zone de confort qu'on fait évoluer en voyageant. Du coup, plus on voyage, plus on a envie de voyager quelque part. Il y a quelque chose dans ce que tu dis de deux options un peu, celle de la téléportation un peu moderne, rapide, mais j'arrive plus à vraiment coudre les patchwork du monde les uns avec les autres. Et l'option que tu nous présentes qui est plus dans la lenteur et qui découvre qu'en fait on est plus voisins que ce qu'on voulait bien croire, quoi. Exactement. Et en fait, j'aurais pu très bien prendre l'avion et être en 2 heures en Roumanie. En l'occurrence, j'ai pris 1 semaine. Et en plus, ça m'a permis de visiter 2 pays parce que j'ai fait un stop à l'aller à Vienne. Je me suis arrêtée pendant 3 jours, donc j'ai pu visiter cette capitale. J'ai fait un stop à Bucarest pendant 3 jours donc pour voir ma famille. Et au retour, j'ai visité Budapest. Et tout ça en 10 jours. Et je me dis, on a tous 10 jours à poser comme vacances dans notre vie. Du coup, le trajet, il fait que tu dépasses et tu peux aussi avoir d'autres opportunités de visiter d'autres villes, visiter d'autres pays et te rendre compte qu'en fait, tu montes dans un train de nuit à 20h, à 7h le lendemain, tu es dans une autre ville et du coup, tu as l'émerveillement qui t'arrive. Faut juste avoir le temps de digérer tout ça parce que du coup, ça peut s'enchaîner assez vite. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Le fait de pouvoir digérer ton train de nuit pour voir tout ça. Quand vous êtes parti, tu avais 26 ans, c'est ça? Oui. À peu près. Et tu n'es pas parti par hasard. Il y a quelque chose qui a une forme de rupture. J'aime bien le voyage du héros qui est une récurrence narrative qui dit que le héros, ou l'héroïne en l'occurrence, est dans un état plutôt doux et agréable à la maison. Et puis il y a quelque chose qui crée une rupture et qui fait qu'il ou elle doit partir à l'aventure. Tu peux nous raconter ce moment-là? Oui, alors pour expliquer à celles et ceux qui ne le savent pas, beaucoup d'entre vous forcément, je suis partie pendant 6 mois voyager en Europe pour interviewer des solutions au changement climatique en 2021. Et donc on est parti en van avec mon copain, c'est un van qu'on a retapé nous-mêmes et à l'époque on voyait beaucoup les problèmes mais on ne comprenait pas les solutions et on s'est pris une claque, on était assez pessimiste et du coup on avait besoin de ramener du positif. D'où l'idée de ce voyage et j'en oublie complètement ta question. Justement, peut-être parler très brièvement de la claque avant de parler de comment le voyage est venu nourrir ce creux qui s'était révélé. La claque, c'était pendant le confinement, pendant 2 mois, dans un espace restreint où en fait, je me mets à avoir une ouverture sur le monde très paradoxalement. C'est bizarre, mais je suis dans un espace fermé et pourtant une énorme ouverture. Je regarde plein de vidéos sur YouTube, comme vous, j'imagine, des vidéos de Janko, des vidéos de... partager, c'est sympa et je vois que vraiment on est dans un gouffre immense et là j'ai besoin de ramener du positif dans ma vie à ce moment-là, donc je me demande comment est-ce que je peux ramener à la fois du positif dans ma vie mais aussi transformer ce que j'ai envie d'amener au monde en aventure et c'est là où j'arrive à merger le voyage et le sens et c'est là où est né Tomorrow en fait. Est-ce que dans les rencontres que vous avez vécues, il y a des moments que tu peux identifier ou des personnes que tu peux identifier, peut-être même une citation précise,
qui est venu te mettre du baume au cœur, remettre une forme d'espoir, un changement de regard, un décalage que tu n'aurais pas eu sans ce voyage? Oui, c'est sûr. Donc on a rencontré 17 entrepreneurs à travers 26 pays qu'on a traversés. Et ce qui m'a marqué à travers toutes ces rencontres, c'était à quel point il y avait des gens qu'on ne connaissait pas du tout, partout dans le monde, qui voulaient se mettre en action. Donc ça m'a vachement rassurée. Et je pense que un événement qui m'a particulièrement marqué, c'est on rencontre ce couple à Bratislava qu'on interviewe dans l'après-midi, qui a monté une entreprise, et ils nous disent venez avec nous le soir. Et donc on se retrouve à aller dîner chez eux, à passer toute la soirée avec eux. On fait un barbecue, c'est sympa. Il y a leurs 5 enfants qui sont là dans la maison, ça fait plein de bruit. Et ils nous disent restez dormir. Et on est resté dormir chez eux. Et le lendemain, ils sont partis à 8h très tôt. Et puis nous, on n'avait pas de contraintes, donc on est resté un peu. Et ils nous ont dit vous restez combien de temps vous voulez. Vous claquez simplement la porte en partant, et c'est tout. Et ça, c'est incroyable parce qu'on ne les avait pas du tout connus 24 heures avant, et pour autant, ils nous faisaient confiance, ils nous laissaient les clés de chez eux quasiment. Et ça, je trouve que c'est une belle ouverture. Enfin, j'ai aussi envie de vous inviter à le faire chez vous. On s'est dit qu'on pourrait s'inscrire sur des plateformes pour accueillir des warm showers, par exemple, des vélos, des voyageurs à vélo qui voyagent dans votre région. Mais je trouve que cette rencontre aussi, elle est super belle. Si vous voulez héberger Célia, sachez que il y a un Tour de France qui se prépare, je crois, en plus. Il y a un Tour de France qui se prépare, oui. Parce que les changements de regard que tu as vécus dans ton voyage, tu as choisi de les partager et de les permettre aussi en revenant, en voyageant et en revenant. Oui, sous plusieurs formes. Exactement. Donc on a commencé par faire un livre qui s'appelle Tomorrow. Ensuite, on en a fait un podcast qui s'appelle aussi Tomorrow. Aujourd'hui, on réalise un film. Et à chaque fois, à travers ces différents formats, il faut savoir que nous, on ne sait pas du tout faire. C'est pas notre métier. Et que pour moi aussi, transformer son trajet en aventure, c'est comment on transforme sa vie en aventure, parce que les deux sont extrêmement liés. Et je me dis tous les jours, de quoi est-ce que j'ai envie de me souvenir sur mon lit de mort? J'ai plutôt envie de me souvenir de voyages que j'ai faits, de projets. Et je trouve que quand je voyage, c'est ce qui me fait me sentir vivante et me sentir libre. Et ça, c'est un sentiment que je pense on peut perdre dans une vie du quotidien. Je te donne un exemple. Rien à voir avec le voyage, mais au réveillon 2023, je devais avoir des copains qui devaient venir, et en fait, ils ont annulé à la dernière minute. Et je me suis dit, plutôt que de rester devant Netflix pour ma soirée du 31, on va partir en pleine nature. Et on s'est retrouvés à aller dormir à la Belle Étoile, au milieu d'un parc national dans le Vercors, qui était à 10 km de chez mes parents, parce qu'on était là pour les vacances. Et donc je trouve que l'aventure, ça peut aussi être juste des petites choses du quotidien que tu transformes et où tu te dis, vas-y, là je me suis trop endormie dans mon confort, comment est-ce que je peux dépasser cet inconfort pour ressentir un peu des sensations que j'ai pas, et du coup qui vont me faire des petits pétillements dans mon ventre et me donner encore plus envie d'aller plus loin. Et parfois c'est à 10 km de là où je suis. Oui, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, ça veut dire qu'on peut vivre une aventure proche de chez soi. J'ai l'impression que dans ce qu'on est en train de vivre ensemble, je ne sais pas, pour celles et ceux qui sont arrivés un peu plus tard, on a vu la Voie lactée sur la traversée méditerranéenne entre Marseille et la Corse. On est passé en Roumanie, en passant par Vienne et 2 autres pays. On a un voyage qui se prépare pour la Suède. On a pris le Caledonian Sleeper, un train de nuit entre Londres et l'Écosse, en rencontrant à chaque fois des gens absolument incroyables. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Je suis parti pour aller rencontrer et découvrir le monde et ses merveilles. Et j'ai rencontré qu'il y a une part des merveilles, c'était aussi les humains que je rencontrais en chemin, ce couple qui vous a accueillis. Et qu'en revenant, je découvre que ce monde et ses merveilles, je l'ai à 10 km de chez moi, que la rencontre, je l'ai peut-être avec le chéri et la chérie avec lequel j'ai choisi de tellement entreprendre. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se joue plus dans l'intimité de mon être, là, aujourd'hui, et que ce voyage-là, il est déjà énorme, quoi. Ça, c'est sûr. Je pense que le voyage, il est intérieur avant tout. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je suis rentrée de voyage il y a 1 mois, c'est le retour. Je ne sais pas si vous pensez à un voyage qui vous a vraiment marqué et pour lequel le retour a été difficile.
Et je me souviens encore que j'avais l'impression de redécouvrir là où je vivais, parce qu'en fait, j'étais partie pendant 10 jours, mais ça m'avait paru une éternité. Et je me souviens très bien que je marchais dans la rue, il y avait un coucher de soleil le long de la mer, puisque j'habite à Biarritz, j'ai cette chance. Et je me suis dit, Célia, tu verras jamais plus le coucher de soleil de cette façon, parce que tu reviens de ton voyage avec ton sac à dos et tes pensées, et tu vois ça de cette façon, et plus jamais tu marcheras dans cette rue avec cette mentalité que tu as, parce que tu as tout ton vécu. Et donc tout ça pour dire que je me suis perdue dans mes pensées parce que j'étais vraiment à fond dans mon histoire. Du fait Mais que le retour est super dur à vivre, je trouve, et que c'est aussi important, une fois qu'on vit dans le voyage, de penser au retour, parce qu'il n'est pas facile. Je me tourne Je vois des vers petites Pep têtes comme ça. Trotter et je me dis qu'il est en train de penser son offre accompagnement du retour du voyage, en train de dodeliner comme cela. Le voyage, c'est aussi de se rencontrer dans des espaces comme ça et d'en faire quelque chose. Je vous propose, cher public, à partir de maintenant, d'être plus particulièrement à l'écoute de vous-même et de ce que ça vous donne envie de faire et d'agir à partir de maintenant. Il y a peut-être un rien, peut-être que c'est là maintenant, j'ouvre mon téléphone et je me connecte sur le site de Faire Trotter pour préparer le suivant, ou sur Night Goes, ou sur Sail Cop. Peut-être que c'est aussi, tiens, j'ai envie de proposer à ma fille, à mon fils, d'aller planter la tente dans le jardin la première fois que je suis chez les grands-parents. Je vous laisse réfléchir à ça, mais t'inquiète pas, je te perds pas non plus. Parce que tu es parti en Europe, tu as rencontré tous ces changemakers, ces solutions. Tu étais parti quand même, tu m'as dit, avec une claque. Est-ce que tu es rentré avec des caresses ? Je suis carrément rentrée avec des caresses et avec beaucoup d'optimisme. Et je me dis que le fait de se mettre en mouvement, ça te fait lutter quand même contre ton éco-anxiété. Et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, tout ça, c'est aussi parce que j'ai envie de faire avancer les choses et de faire ma part. Je pense qu'on est beaucoup dans cette salle à vouloir faire la même chose, donc c'est trop bien. Et je me dis que plus on sera, plus ça va permettre un mouvement énorme, parce qu'on va montrer autour de nous que c'est possible de s'engager. Et la preuve, tu vois, je suis absolument personne, et je me dis, j'ai réussi à faire des projets qui me plaisent et qui peut-être font écho à d'autres. Et aujourd'hui, je fais un film qui va potentiellement passer à la télé demain, quoi. C'est fou. Enfin, je trouve qu'il faut aussi avoir de la gratitude envers soi-même, parfois, de se dire, j'ai osé partir à l'aventure, même si c'est, je prends ma tente et je vais juste à 10 km de chez moi. Cultiver la gratitude, c'est vachement important. Et du coup, j'essaye de faire ça à la fin de chaque journée en me disant pourquoi et pour qui j'ai de la gratitude. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de cadeaux cachés dans la vie, et que plus tu cultives une gratitude, plus tu as l'impression de vivre une vie remplie aussi. L'émerveillement et la gratitude comme une petite clé peut-être à l'inaction ? J'espère. Est-ce que tu veux nous dire plus ? Parce que voyager partout, rencontrer les changemakers et puis choisir de faire un film sur ce thème, c'est pas forcément anodin. Quel a été un peu le train de tes pensées, le train de tes aspirations ? Quand je suis rentrée de voyage et qu'on a écrit ce livre sur les solutions, on s'est rendu compte qu'elles étaient là, qu'elles étaient partout dans toutes les industries. Mais par contre, qu'on n'avait pas forcément... on restait parfois figé dans un certain immobilisme. Alors pas tout le monde, évidemment, et heureusement, mais que c'était parfois le cas. Et on s'est posé la question de l'inaction. On n'a pas trouvé de réponse à notre question de savoir pourquoi est-ce que parfois on est figé. Et cette question, on a envie d'aller trouver la réponse avec le film, donc, qui va sortir à la fin de cette année et sur lequel on travaille depuis 1 an déjà. Le pitch, c'est l'histoire d'une famille ordinaire confrontée à un enjeu planétaire. On va prendre 3 membres de notre famille qui représentent 3 opinions hyper diverses face au climat, et on va les emmener à la rencontre de personnes engagées qui ont fait sauter des freins pour se mettre en action à leur échelle. Et toutes ces rencontres vont être ponctuées d'interviews de chercheurs qui ont publié des papiers de recherche sur la question de l'inaction, que ce soit sur les biais cognitifs, sur les excuses psychologiques, sur la norme sociale et aussi sur les freins du système, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on sait, mais on n'agit pas toujours. C'est une petite aventure en soi. C'est une très grosse aventure en soi. Je pensais que ça allait me prendre 1 an. A priori, on est parti pour 3. Donc, tu vois, c'est comme le panel l'indique, transformer son trajet en aventure, c'est tout à fait ça. Ouais. Et ça commence... ça va être un voyage plus en France, j'ai l'impression. France et proche Europe. Et je crois qu'il y avait une part de l'aventure, c'est de trouver un moyen de transport correct pour le faire. Est-ce que, sait-on jamais dans le panel, c'est peut-être le moment, j'ai envie de faire cette petite fleur-là, d'offrir à quelqu'un la possibilité d'agir facilement aujourd'hui, sait-on jamais. Merci.
Si quelqu'un a un contact à la SNCF pour nous donner le droit de filmer dans les trains et les gares, je suis preneuse. On a juste besoin d'une autorisation, pas du tout de moyens financiers, rien, mais une autorisation, ce serait le Graal pour nous. Merci d'avance. J'en profite pour faire passer un petit message. J'aime bien quand moi je traverse des espaces plus difficiles, de me reconnecter à la gratitude, de me reconnecter à l'émerveillement, d'oser voir en face mes peurs, mes colères, mes angoisses, mes indignations comme quelque chose qui me donne de l'énergie, de me nourrir de rencontres comme la tienne, pour changer un peu mon regard, changer de braquet, découvrir que le monde est peut-être plus expansé, plus large que ce que je voulais bien croire, et puis derrière m'engager à aller de l'avant. Mais c'est bien de revenir aussi à de l'émerveillement et de la gratitude. Ah, parce qu'on est bien ici, hein. C'est agréable. Et j'ai une question pour toi. Tu nous as parlé un peu d'émerveillement sur des choses qui étaient un peu loin en Europe. J'ai envie de te ramener beaucoup plus proche d'ici, peut-être dans cet espace-temps qui a été Change Now, ou dans ta dernière semaine, sur un ou deux espaces d'émerveillement où tu sens que tiens, là il y a du voyage, là il y a de l'aventure. Et c'est pas forcément là où je l'attendais il y a 5-6 ans, quand je faisais la somme de tous mes voyages en avion avec orgueil. Alors, le premier émerveillement que je peux avoir cette semaine, c'est d'avoir tout simplement pris mon van, fait 10 km pour dormir dedans jeudi soir, et de trouver un super spot avec vue sur les Pyrénées. J'habite dans le Pays Basque, donc c'est vrai que c'est un peu plus simple de faire 10 km et d'être en zone rurale par rapport à Paris. Mais je trouve que l'aventure, voilà, elle se vit à 2 pas de chez soi. Et je sentais que j'étais dans un certain enfermement par rapport à des pensées que j'avais qui n'étaient pas forcément positives. Et je me suis dit, OK, on va casser ce cercle. On part en van. Et du coup, on a aussi rencontré une personne pendant cette aventure qui était trop chouette. Du coup, donc tu vis une soirée avec un inconnu. C'est trop bien. Et ça, c'était la semaine dernière. Ça, c'était jeudi dernier. Et après, vendredi dernier, j'ai pris, comme je vous ai dit, le train de nuit pour faire Bayonne-Paris. Je devais faire un petit créneau à Annecy. Et là, je suis à Paris. Et c'est super simple, en fait. Je me dis de voyager en train. Je suis montée dans le train à Bayonne à 21h. À 7h du matin, je me réveillais à Paris Austerlitz. J'avais passé une super nuit dans une cabine de 6 personnes. Il faut vraiment imaginer, il y a 3 couchages de chaque côté. J'étais la seule femme dans cette cabine, donc tu vois, c'était assez drôle. On peut aussi choisir une cabine 100% féminine si vous voulez, mesdames. Mais en fait, c'est super simple, l'aventure. Et pour le coup, je fais une petite pub parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est le prix des billets de train. Mais là, le billet de train est à 45 € pour passer la nuit dans le train. Donc on peut dire que franchement, c'était pas cher. Oui. Ça donne envie, hein? Bien au Pays Basque. Il y a des bonnes chocolatines. Je vous propose à tous et à toutes de prendre un petit dernier moment en intériorité pour vous poser cette question-là de tiens, ce serait quoi ma prochaine aventure? Ça me donne envie de faire quoi tout ça? Juste prendre un petit moment avec vous-même. Est-ce que j'ai envie de me trouver un billet de train à 45 € pour partir à Biarritz et rejoindre Célia demain dans son van? Avec Léo. Est-ce que j'ai envie d'inviter un voisin, une voisine et de trouver l'aventure ici? Est-ce que j'ai envie de zapper le métro et de voir si je peux pas marcher 10 minutes de plus et en fait arriver à la même destination en marchant sportivement? Et j'adore cette image. Vous savez, Indiana Jones, quand il est en train d'aller chercher le Saint Graal et qu'il se retrouve face à ce gouffre. Vous l'avez l'image ou pas? La dernière croisade, etc. Pour ceux qui l'ont pas, il est face à un gouffre immense et il sait qu'il doit le traverser. Tout explose derrière lui, grosso modo. Et il doit faire un saut de la foi. Ce que je vous propose, c'est de le vivre ensemble, de virer un peu les sacs qui sont en face de vous pour qu'ils soient sous les bancs et que vous ayez bien 50 cm devant vous. Ça vous va? Tu veux le faire avec moi? Allez. Viens. Vous êtes bien? On essaie de tous se mettre deux profils vers The Nest, vers Change Now, vers nos politiques européens auxquels on offre des trains de nuit pour pouvoir faire leurs belles œuvres. Je vous propose de vraiment vous mettre en pensée avec votre prochaine action, votre prochain voyage, votre prochaine aventure, et de vous pencher en avant, de vous pencher un peu en avant, parce qu'il y a quand même l'appel du vide, quoi. Et de vous pencher jusqu'à ce que là, le pas, il soit irrémédiable, et j'y vais. Félicitations, vous venez de vivre une table ronde qui devenait une aventure. Je vous souhaite de très belles actions. Merci beaucoup à toi, Célia. Merci à toi pour toute la préparation. Vous pouvez suivre Tomorrow, voir le film In Action. Bienvenue à tous et à toutes et surtout échanger, ce sont des pépites d'humanité.
À bientôt et merci Merci à encore toi. pour Change Now.